Tapis dans les eaux troubles, de monstrueuses créatures rôdent dans nos lacs et dans nos rivières. Certains de ces prédateurs ont un goût prononcé pour la chair humaine. Ils forment une ligue particulièrement meurtrière, et leur soif de domination ne connaît pas de limite. La tête faisait cette taille. Il peut vous aspirer à distance. Je m'appelle Jeremy Wade, pêcheur de l'extrême et détective d'eau douce. Regardez ça! Dans cet épisode spécial de River Monsters, je revis avec vous mes face-à-face avec une famille de poissons meurtriers sans pareil. Voilà le poisson que je voulais, le monstre de l'Amazone. Les plus grands. Quelle bête monstrueuse! Au plus petit, le clan des poissons-chats est sans doute le plus dangereux. C'est le parfait prédateur. Au fil des ans, j'ai vu s'allonger la liste des effroyables charges retenues contre eux. Des victimes entraînées sous l'eau, englouties vivantes, dévorées de l'intérieur. Ce ne sont que quelques-uns des contes macabres que j'ai entendus lors de mes enquêtes sur des monstres d'eau douce. Mais ces méthodes assassines ont une chose en commun. Elles appartiennent toutes au même groupe de poissons aux talents multiples. Les poissons-chats. Parfaitement adaptés pour se frayer un chemin dans les profondeurs insondables, ces tueurs sans écailles sont le plus souvent au sommet de la chaîne alimentaire. Leur ordre compte un cinquième des espèces d'eau douce. Il est donc difficile de les éviter. Où que je pêche, j'attraperai probablement un certain type de poisson-chat. C'est un poisson-chat à queue rouge, originaire d'Asie du Sud-Est. La Bagrus Dokmak. Sa mort. C'est un Wundu. Certains sont des géants inoffensifs. Un silure de verre géant. Et d'autres possèdent tout un arsenal. Mais quel que soit leur mode opératoire, les poissons de cette famille meurtrière partagent des traits caractéristiques. Sur ces fameux barbillons, leurs papilles gustatives sont en très grande concentration, jusqu'à 2500 par centimètre carré. Elles sont aussi présentes partout sur leur corps. On pourrait donc comparer ces poissons à d'énormes langues qui se déplaceraient dans le courant et décèleraient, même dans une eau sombre et boueuse, le goût de leur proie. Les barbillons détectent également la moindre vibration. Un poisson-chat vous repérera avant même que vous ne remarquiez sa présence. Mais ce ne sont pas seulement des sens ultra développés qui en font des prédateurs de haut niveau. Je l'ai, c'est bon. L'avant de leur corps a évolué dans un but précis. La tête fait un tiers du corps. Elle est énorme. Leur gueule musclée donne sur un estomac très vaste. On entend même un écho là-dedans. Bonjour! Cet orifice buccal peut créer un impressionnant phénomène d'aspiration. Ils consomment ainsi leurs victimes sans les mastiquer. Avec des gueules et des estomacs si grands, il n'est pas étonnant que certains poissons-chats aient la réputation d'avaler tout entier non seulement d'autres poissons, mais aussi des humains. Dans l'Europe médiévale, ce n'étaient pas les requins qui empêchaient les gens d'aller dans l'eau, c'était un poisson-chat, le silure glane. Les livres d'histoire font rapport de silure glane tellement énormes que des restes humains furent déjà retrouvés dans leur ventre. Me voici, à 25 ans, tenant dans mes bras mon premier silure glane en Angleterre.
Son corps sans écailles et ses longs barbillons ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Mais le poisson que je tenais pouvait-il réellement devenir assez gros pour être un mangeur d'hommes? S'il y a un endroit où je vais pouvoir découvrir la taille maximale et le potentiel meurtrier des silurglanes, c'est ici, sur l'Èbre, un fleuve dans le nord de l'Espagne. Il y a 30 ans à peu près, lorsque j'attrapais mon premier silurglane en Angleterre, un scientifique allemand a déplacé certains spécimens de leur lieu d'origine en Europe centrale jusqu'à ce fleuve en Espagne. Depuis, ils n'ont cessé de grandir et de se multiplier. 3 raisons font que les silurglanes grandissent beaucoup dans ce fleuve. C'est aussi bien dû à l'homme qu'aux conditions naturelles. Déjà, on a 3 énormes barrages, et ça veut dire plus d'eau et plus d'espace pour vivre. En plus de ça, l'eau est assez chaude. Du coup, les animaux à sang froid se nourrissent et grandissent sur une période annuelle plus longue. De toute façon, il y avait déjà plein de poissons dans ces eaux, notamment des carpes. Les pêcheurs viennent ici, lancent de grosses quantités d'appât et accélèrent du coup tout le système. Certains disent que dans des conditions idéales, le silurglane peut prendre 5 kilos par an. 30 ans après son introduction dans ce fleuve, je suis là pour voir si le mythe médiéval est devenu un cauchemar du XXIe siècle. Je commence par me diriger vers l'un des affluents en crue de l'Èbre. Les silurglanes sont des prédateurs à l'affût qui restent tapis au fond de l'eau. Ils profitent des abris près des berges pour bondir sur des proies qui passent dans les courants. C'est une façon de pêcher énergique et active, mais aussi très précise. On n'attend pas assis là à ne rien faire. On avance en permanence. Et du coup, on n'a aucun doute quand on a une prise. On la voit, on la sent et on l'entend quand elle se jette sur l'appât et tire sur la canne. Ah, oui, oui. On continue vers l'aval. Attention à la rame. Attention. Bien. Ah! Il est reparti. Deux touches et aucune prise. Tard, comme pour se moquer de moi, un énorme silurglane agit de façon très étonnante. Regardez ça. Il y a un poisson-chat juste là. Il est gros. Il doit faire plus de 60 kilos. Il est à 60 cm de moi, juste à côté de la berge. J'arrive même à voir l'intérieur de sa gueule. Je pourrais presque me baisser et le toucher. Il a reculé. Je crois qu'il m'a vu. Je vais lancer ça très fort. Aucune réaction. La dernière fois que j'ai rencontré un silurglane, j'ai pu sans problème le tenir dans mes mains. Mais là, je pourrais me bloquer le dos si j'essayais de soulever ce monstre. Quelle vision, c'est rare de voir ça. C'est un poisson très gros. Je me serais mis à genoux, j'aurais pu lui caresser la tête. Une gueule comme ça à mes pieds. Si je compte attraper un silurglane du XXIe siècle, je vais avoir besoin d'un matériel très solide. Plutôt que de lancer nos appâts, nous les emmenons en bateau à une centaine de mètres de la berge, loin des arbres submergés qui longent le fleuve. Je tends la ligne, et grâce à un système d'alarme perfectionné, je peux profiter du soleil espagnol. Et on attend. Ce n'est pas ma technique de pêche préférée. J'aime sentir la ligne et être en contact avec l'appât. Mais les silurglanes n'ont pas besoin d'être stimulés. Et puis, il fait chaud par ici. Oui, ici, cette canne-là. Et je suis sur le point d'avoir encore plus chaud. Il emporte de la ligne, il continue. Ça va vite, dis donc. C'est très physique. Je me bats contre un silurglane qui, selon la légende, est un mangeur d'hommes géant. Bon sang. Et je pense avoir ferré un colosse. Je crois que j'ai une crampe dans l'avant-bras.
C'est au moment où il perce la surface que je me rends compte de la taille de ce poisson. J'ai enfin le poisson et... il est énorme. Continue de reculer. Ok. Pesant 63 kg pour 2,10 m, ce monstre est un parfait exemple de la force et de la prestance des poissons-chats. Si les silures glanes peuvent prendre 5 kg par an, cela veut dire qu'en une vingtaine d'années, ce spécimen déjà énorme pourrait potentiellement doubler de poids. Les silures glanes peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Il n'est donc pas surprenant que depuis ma prise, des spécimens de plus en plus gros aient été pêchés dans l'Èbre. Dont ce monstre. Avec un poids de 110 kg pour une taille de 2,40 m, on comprend comment cet imposant poisson-chat a pu inspirer les contes médiévaux sur un mangeur d'hommes tapi dans les rivières. Les contes de pêcheurs parlent généralement de géants aquatiques. Mais en Amazonie, principal lieu de vie des poissons-chats sur Terre, où sont regroupées 1300 espèces connues, une créature, plus petite que le doigt, a donné naissance à l'une des légendes les plus tristement célèbres de tous les temps. Les eaux malfamées de l'Amazone abritent certains des tueurs d'eau douce les plus vicieux qui soient. Mais quels sont ceux qui détiennent la palme pour les cauchemars qu'ils engendrent? Le piranha carnassier. Regardez-moi ses dents, regardez ça. Ça mord. L'effroyable payara. C'est un vrai conflit armé là-dessous. Tous les poissons ont des dents et mangent les autres poissons. Oui. Et l'énorme arapaima. Et voilà. Je recherche quant à moi un poisson-chat dont la seule mention donne des sueurs froides aux pêcheurs. Il est difficile à trouver et à capturer. Mais cela ne m'a jamais arrêté. Attention, baissez la tête. Ça mord. Regardez ça. C'est un énorme poisson-chat à queue rouge. À la seule vue de ses muscles puissants, on pourrait situer ce gros poisson-chat à queue rouge au sommet de la chaîne alimentaire. Mais je vais bientôt découvrir qu'en Amazonie, la taille ne fait pas tout. Quel beau poisson-chat! C'est une bête qui possède une tête énorme, avec des os solides, au bout d'un corps à la peau tannée. Ce n'est que lorsque je regarde dans sa gueule que je réalise qu'il est la victime d'un minuscule cousin parasitaire, le candiru. Il y en a un autre ici. Il est totalement gorgé de sang. Comme un vampire, le candiru aspire le sang de ses victimes. Il est quasiment le seul poisson à avoir acquis cette spécialité macabre. C'est carrément dégoûtant. Regardez, avant et après. Celui-là a bien mangé, et celui-ci a faim. Les branchies gorgées de sang des plus gros poissons fournissent un buffet parfait pour ces suceurs de sang. Ces derniers s'accrochent aux poissons, percent un trou et s'abreuvent. Beaucoup de gens pensent que le candiru débusque ses victimes grâce aux traînées chimiques laissées par les branchies. Et ceci a donné naissance à l'une des légendes les plus troublantes d'Amazonie. Quand de la part d'un candiru, un homme est victime d'une erreur sur la personne. Je ne croyais pas à cette histoire tristement célèbre jusqu'à ce que je fasse la rencontre du docteur Anouar Samad, qui a soigné la victime d'un poisson-chat parasitaire. Il avait la vessie très enflée, il saignait, il avait une fièvre généralisée, les testicules gonflés, et il allait globalement très mal. On ne voyait pas le poisson. Il a des sorties d'épines sur les opercules, donc il se frayait un chemin un peu comme ça.
Il aurait apparemment avancé jusqu'au sphincter, et c'est là qu'il aurait commencé à ronger la chair pour essayer de ressortir. Au lieu de continuer à remonter dans l'urètre, il a commencé à dévorer les tissus. Cet homme a dû souffrir le martyre. Quando nós passamos o endoscópio, esse aparelho entra direto no pênis, passamos o endoscópio, percebemos... Le premier réflexe des médecins a été d'introduire un endoscope dans le pénis et de remonter l'urètre. L'endoscope était équipé d'une caméra, et ces images sont celles de l'opération. Ils s'attendaient à trouver un petit poisson, mais au lieu de ça, ils ont trouvé quelque chose qui allait quasiment de l'entrée de l'urètre jusqu'au sphincter. Quelque chose comme 13 ou 15 cm. Donc pas vraiment un poisson minuscule, mais au contraire, un animal assez grand. Cette délicate opération a pris 2 heures. Les épines orientées vers l'arrière que le candiru utilise pour s'accrocher à ses victimes ont compliqué l'affaire. Voici le poisson-chat qui fut retiré de l'urètre de l'individu. Vous pensez peut-être que le candiru est l'un des poissons-chats les plus terrifiants que vous pourriez rencontrer. Mais vous auriez tort. Le candiru a en effet un cousin encore plus effroyable, qui survit également grâce à la chair et au sang de ses proies vivantes. Le meilleur moyen de tenter ce carnivore est de mettre à l'eau un festin nocturne en putréfaction. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Tout un ensemble de charognards participe à cet affreux pique-nique. Des amphibiens à l'allure d'anguille et un poisson à la mine cadavérique. Il y a un animal différent là-dedans. Si j'arrive à le sortir, je n'ai pas très envie d'y mettre ma main. Là, voilà. Je vais le tenir. Super. Voici donc le candiru assou. Le poisson qui creuse des trous dans la chair, entre dans le corps de ses victimes et les dévore de l'intérieur. Le candiru assou inflige une morsure circulaire, conçue pour créer l'ouverture nécessaire pour entrer dans sa proie. Je suis juste à côté d'une habitation, je tiens ce poisson au bord de l'eau, et ces candiru assou attaquent juste là, à la surface. Je peux voir la façon dont ils forent pour entrer dans leur proie. On sait que ces charognards se nourrissent de poissons morts et d'animaux, mais j'ai entendu des histoires qui suggèrent que les candiru assou ont déjà dévoré des êtres humains encore en vie. Afin d'en savoir plus, je me rends à la morgue dans une ville du nom de Manaus, en Amazonie. Je pense que c'est plutôt bien, dans un sens, de faire preuve d'une certaine curiosité scientifique sur ces morts un peu bizarres et macabres. Mais voir ces gens attendre à l'extérieur, ces gens qui sont venus pour identifier des corps, ça rend la chose beaucoup plus personnelle. Et pour être franc, je ne suis pas sûr d'être complètement préparé pour ce que je vais voir ou entendre à l'intérieur. Ça me met forcément un peu mal à l'aise, mais oui, il faut y aller. Le docteur Elisabeth Becerra est le médecin légiste qui a trouvé en premier des candiru assou à l'intérieur d'un corps. Le plus grand nombre de poissons que le docteur Elisabeth Becerra ait trouvé dans un corps humain tourne autour d'une centaine d'individus. Certaines des victimes sont encore en vie lorsque ces assassins commencent leur repas. Apparemment, les lundis sont les pires journées dans cette région. Les corps arrivent souvent ce jour-là. Les gens sortent faire des pique-niques le week-end et boivent un peu. L'alcool et une exposition au soleil empêchent les fêtards de combattre ces poissons-chats quand ces derniers commencent à les mordre. Ils disparaissent et le lundi, les corps remontent à la surface. Ils sont littéralement dévorés de l'intérieur. Il ne reste que les os et un peu de peau. Donc, c'est vraiment terrible à imaginer. Voici une photo issue d'un véritable dossier. On peut clairement voir le poisson, toujours dans le corps de la victime. Des candirous aux silures glaces, des minuscules dévoreurs de chair aux gigantesques mangeurs d'hommes, on comprend la terrible réputation de ces poissons. Plus d'une fois, j'ai entendu des contes sur un monstrueux poisson-chat qui dévore les êtres humains. Quasiment ma taille. La même taille que vous? Oui. Mais même le poisson-chat le plus commun a le potentiel d'un meurtrier. Sur la terre ferme,
je sais gérer ma sécurité. Mais dans l'eau, c'est une autre histoire. Dès qu'on entre dans leur monde, même les poissons de taille moyenne prennent facilement l'avantage. Comme la plupart des gens, quand je saute à l'eau, je ne coule pas, je flotte, même après un bon repas. Ce n'est pas vraiment difficile, je remue les bras et les jambes. Mais la question est la suivante. Quelle taille devrait faire un poisson assez gros pour m'entraîner sous l'eau? J'ai des plombs de lestage pour l'instant, qui font 2 kilos, et je peux rester à flot avec. J'en suis à 4 kilos. Ça devient plus difficile. Je dois faire des mouvements 2 fois plus rapides, mais je peux encore garder la tête hors de l'eau. Voilà, donc j'arrive à supporter 4 kilos en bougeant comme je peux les bras et les jambes. On a pesé ce rocher, et ça va donner un total de 9 kilos. Je vais voir comment je m'en sors avec tout ce poids dans l'eau. Quelques kilos de plus, et je n'aurais pas pu me battre plus longtemps. Une petite quinzaine de kilos serait bien suffisant pour m'entraîner sous l'eau. Et avec une gueule conçue pour agripper ses proies, on comprend comment un poisson-chat, qui ne ferait même pas la moitié de ma taille, pourrait emmener des gens vers une mort certaine. Le lac des Ozarks est une destination de vacances très appréciée au cœur du Missouri. Mais depuis sa création dans les années 30, il a acquis une réputation de trou noir aquatique où des gens disparaissent régulièrement. Je m'y rends pour mener l'enquête sur ces mystérieuses disparitions qui pourraient être l'œuvre d'un poisson-chat. Je fais d'abord la rencontre d'un historien du coin, Michael Gillespie. Personne ne sait réellement combien de personnes ont disparu dans le lac sans qu'on le retrouve leur corps. Mais l'incident le plus connu remonte à 1954. Il y a eu un accident de bateau avec une péniche de tourisme appelée le Grand Glaise. Le Grand Glaise a quitté le barrage de Bagnell alors qu'un gros orage s'approchait. C'était le week-end du Memorial Day. Le bateau avait traversé le lac sur 4 ou 5 km quand il est entré dans l'orage en question. Alors que le bateau entrait dans une crique pour échapper à la tempête, une énorme bourrasque le fit chavirer. « 15 personnes sont tombées à l'eau. De ces 15 personnes, 8 se sont noyées et 3 des 8 corps n'ont jamais été retrouvés. Certains disent qu'ils ont été dévorés par d'énormes poissons-chats qui continuent encore aujourd'hui à écumer ces eaux. Le plongeur sauveteur Tim McNeat connaît ces eaux boueuses mieux que personne. Donc, en plus des bateaux et des objets que les gens ont perdus, est-ce que vous sortez aussi des corps de l'eau? Oui, j'ai retrouvé 8 corps depuis que j'ai commencé. Est-ce que certains des corps étaient en partie dévorés? Effectivement, oui. J'en ai déjà vu. Quel est le plus gros poisson-chat que vous ayez vu? Il mesurait au moins 1,80 m, si ce n'est 2 mètres. Et il devait faire 130 ou 140 kilos. La tête faisait cette taille. Il était bien plus gros et plus lourd que moi. Mais je dois le voir pour le croire. Je ne le fais jamais, mais j'ai cette fois déployé 4 cannes à pêche afin de multiplier mes chances d'attraper un monstre. À cet endroit, le fond du lac est plat et l'eau ne fait qu'1,80 m de profondeur. Mais c'est bien suffisant pour abriter un monstre. Je crois que les poissons s'intéressent à mes lignes, c'est bon signe. Certaines des cannes remuent, surtout celles où j'ai mis des appâts morts. Celle-ci bouge vraiment, je vais m'en occuper. Ce n'est pas un géant, mais c'est le premier poisson-chat bleu que j'attrape. C'est un poisson gras qui a l'air très en forme. Et ils deviennent bien plus gros. On sait qu'ils peuvent atteindre les 70 kilos. Ce sont les poissons d'eau douce parmi les plus robustes d'Amérique. Empêcher un gros spécimen serait un véritable combat. Après ma première prise,
le calme s'installe. Pêcher en ayant jeté l'ancre ne m'a ramené jusque-là aucun poisson-chat géant. Je vais donc tenter d'aller à la dérive. Ce vent qui souffle constamment poussera le bateau et me permettra de couvrir une plus grande zone. On a déployé toutes les lignes. Celles du centre font 45 mètres et celles de côté 38 mètres. Et en avançant, on fait un peu comme un agriculteur qui labourerait son champ. On a une ancre flottante à l'arrière du bateau qui nous ralentit comme un parachute et nous fait aller à 1 ou 2 km/h. On pourra couvrir une zone maximale pour pêcher un maximum de poissons. En utilisant cette méthode, les touches sont très nombreuses. Et s'occuper de 4 lignes à la fois est un véritable défi. On en veut un plus gros, c'est tout. Vous voyez comme ils sont voraces. Toujours pas la taille qu'on veut. Si les poissons-chats géants rôdent dans ces eaux, il me faut en attraper un. Ce poisson a l'air d'être gros. L'eau est peu profonde. Il va à toute allure. Il ne peut pas plonger plus bas, donc il file de gauche à droite. Il a pris l'appât très rapidement, quasiment dès que je l'ai mis à l'eau. Il faut que je l'éloigne de l'autre ligne, que je tire sur le côté. Comme ça. Je suis carrément surexcité. Il a une belle taille. Je vois ses flancs. Oh oui, 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 oui. Je vais lui donner un peu de ligne. Où est le filet? Super. Dans le filet, dans le filet. Oh oui. Ce n'est pas le spécimen d'1,80 m dont m'avait parlé Tim, mais ce poisson-chat bleu de 25 kg pourrait facilement entraîner une personne sous l'eau. Il a une gueule très large et à grande contenance. Il n'y a pas de dents à proprement parler, mais je peux sentir tout un tas de points de pression qui sont faits pour agripper solidement. Le poisson-chat à tête plate, comme beaucoup de poissons-chats, est surtout un charognard. Il est programmé pour ramasser tout ce qui se trouve sur son chemin. Mais il existe des poissons-chats prédateurs qui chassent activement pour trouver leur prochain repas. Et de temps à autre, nous sommes aussi au menu. Près de la moitié des espèces de poissons présentes dans l'immense réseau fluvial d'Amazonie sont des poissons-chats. Je vous ai déjà présenté 2 des plus petits, mais certains atteignent des dimensions effroyables. Les 3 plus grands sont le jaou, le poisson-chat à queue rouge et le piraïba. Selon le compte-rendu, cette prise faisait 2,40 m et 160 kg. Ce n'est pas une coïncidence si le piraïba a l'allure d'un requin. Ce poisson à la forme hydrodynamique est un chasseur agressif que l'on trouve dans des courants forts. C'est l'un des plus gros poissons-chats du monde, et le silurglan européen paraît à côté tout petit. Ce serait également un mangeur d'hommes. Le pêcheur Seu Valmir a été témoin de son appétit meurtrier. En gros, les pêcheurs avaient beaucoup de travail, et l'un des filets s'est coincé dans un rocher. Dans ce genre de situation, la seule façon de ne pas déchirer le filet, c'est de descendre dans l'eau pour le décoincer. Ce pêcheur a donc plongé. Mais malheureusement, il n'est pas revenu. Le filet est remonté à la surface sans poisson dedans, et aucune trace du pêcheur. Mais 4 heures plus tard, un énorme poisson est apparu à la surface, en se débattant dans tous les sens. Il avait apparemment un problème. Il était en train de s'étouffer. Le poisson avait en fait à moitié avalé le pêcheur, et seules les jambes de ce dernier dépassaient de la gueule du poisson. Les pêcheurs ont essayé d'attraper le poisson à l'aide du filet, et comme l'animal était apparemment très fatigué, la capture a été facile. Ils l'ont attrapé et l'ont matraqué à mort. La gueule devait faire à peu près 50 cm de large, mais il dit qu'elle pouvait s'ouvrir en hauteur jusqu'à 75 cm.
C'était un poisson assez monstrueux et une fin plutôt horrible pour ce pêcheur. Cette reconstitution en photo illustre la taille que ferait un piraïba capable d'avaler un homme. Mais est-ce une simple histoire à dormir debout? Il me faut voir cette bête par moi-même. Je me dirige vers un endroit où se rencontrent deux rivières. Des confluents de ce genre offrent un grand nombre d'opportunités pour les prédateurs affamés. Les petits poissons qui nagent dans le courant deviennent très vulnérables dans ces croisements où l'eau est trouble. Et les poissons vulnérables constituent de bonnes occasions pour des poissons-chats voraces. Quelque chose vient d'attraper là-bas. Il fait plier la canne. Oui, ça marche, c'est un poisson. Il emmène la ligne. Il n'arrive pas à se décider, il plonge. Il remonte. Le voilà. C'est un jaou. Belle taille. Un jaou. Ce n'est pas le poisson que je voulais, mais on le dit tout aussi dangereux. Il serait apparemment assez fort pour entraîner des baigneurs vers le fond. Mais ce n'est pas fini. Il n'est pas du tout la vue du bateau. Allez. C'est un prédateur embusqué qui opère au fond de la rivière. Il doit faire 35-40 kilos. C'est un poisson de belle taille. L'hameçon a l'air de bien tenir. Je vais peut-être pouvoir le hisser sur la berge. Le jaou s'est parfaitement adapté pour chasser entre les rochers dans l'obscurité des profondeurs. Il a l'apparence d'un poisson très sinistre. Regardez cette couleur sombre. Elle vient du fait qu'il vive au fond de l'eau, dans des zones où la lumière ne descend pas, sur des lits rocailleux où ils se font dans le décor. Si un tel spécimen vous attrapait, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Il est temps de le relâcher. Ce jaou pourrait encore grandir et atteindre 90 kilos. Mais le poisson que je recherche pourrait apparemment faire le double de ce poids. Il veut partir, il veut s'en aller. C'est bien comme ça, il s'en va. Ah, quel animal! Je me rends sur le bras principal de la rivière. Peut-être y trouverai-je le piraïba. Il y a quelque chose. Il y a un poisson juste là. Je l'ai attrapé là-bas. Il a fait plier la canne avant de lâcher prise. Oui, ça mord. C'est un gros poisson. Je vais essayer de ne pas trop le malmener. Il a beaucoup de force. Quelle puissance. Le voilà. Il est là. Regardez ça. C'est un piraïba. Et voilà. Voilà le poisson que je voulais. Le piraïba, le monstre de l'Amazone. Il grogne contre moi. Regardez la taille de cette gueule. Et il est très lourd. J'ai du mal à le tenir. Je n'ai plus de bras. Il se raidit, il va se débattre.